Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va partir un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire on va aller en Martinique et plutôt même regarder comment investir dans la ville de Fort-de-France en Martinique du coup. Alors je rappelle ce que c'est qu'un investissement rentable, c'est tout simplement un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble du projet, je parle bien de l'ensemble du projet immobilier, c'est-à-dire le coût d'achat, les frais de notaire et frais des travaux, principalement. Vous obtenez donc une somme à emprunter à la banque et une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être entièrement payée par le ou les loyers des locataires, d'accord ? Mais ces loyers doivent permettre aussi de payer les charges d'exploitation du bien immobilier, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, les frais d'agence si vous avez une agence, etc., etc. Et donc on doit obtenir un cash flow positif tous les mois. C'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que tous les mois, il y ait de l'argent qui rentre dans votre poche. Allez, pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes. Donc première étape, ça va être l'étude un petit peu de la ville de Fort-de-France en Martinique. Vous imaginez bien que malheureusement je ne connais pas cette ville, mais c'est pas grave, il y a dans toutes les villes des éléments importants à regarder et on va les voir ensemble. La deuxième étape, ce sera l'estimation des prix pratiqués, du loyer pratiqué, combien on va pouvoir louer notre investissement. Troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché à Fort-de-France. Donc je travaille avec des études et des annonces réelles, concrètes. L'étape suivante, ça sera l'estimation rapide d'un rendement pour savoir si oui ou non c'est rentable d'investir dans la ville de Fort-de-France. Ça va être une étude rapide. C'est un indicateur en fait qui va nous permettre de savoir si on doit arrêter nos calculs ou si on doit continuer. La cinquième étape, ça va être donc le calcul des mensualités du crédit pour savoir si on atteint l'autofinancement et si on a du cash flow positif. Et la sixième et dernière étape, peut-être la plus importante, c'est l'utilisation de mon calculateur personnel pour faire des calculs de rentabilité. On va pouvoir faire différents scénarios en prenant en compte tous les éléments qu'on aura récupérés jusqu'à l'étape 6. On aura donc des calculs bien plus précis et on va faire des scénarios selon le prix d'achat plus ou moins négocié et le prix du loyer principalement plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Allez, on part tout de suite pour la première étape et la prise d'informations sur la ville de Fort-de-France. Alors déjà, c'est avec plaisir que je me rends en Martinique et pour avoir le nombre d'habitants dans une ville, toujours regarder sur Wikipédia, enfin c'est un moyen très simple d'obtenir le nombre d'habitants. On apprend qu'il y a une population de 80 000 habitants et une population aire urbaine de 123 000. Ok. On va noter tout de suite le nombre d'habitants. Donc autant dire 80 000 habitants, c'est une très grande ville. Très grande ville. Je vous conseille de lire la page Wikipédia. Vous allez en apprendre énormément en peu de temps. C'est effectivement le chef-lieu de la Martinique. Et on sait que dans les Outre-mer, le chef-lieu est encore plus important qu'en métropole. Ça va vraiment concentrer énormément déjà de personnel administratif. Donc vous aurez un bassin qui va rechercher à se loger et qui travaille plus important. C'est le pôle économique, commercial et portuaire majeur de l'archipel des Petites Antilles. Voilà, ça va concentrer vraiment, à mon avis, le bassin économique de l'île de la Martinique. J'ai l'impression que l'aéroport international se trouve aussi à proximité. On va regarder tout simplement sur une carte de France rapidement
Fort-de-France et la Martinique. D'accord, donc on va placer aussi la Martinique dans le monde, hein, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà où se trouvent les Antilles. Et donc, la Martinique, sûrement une magnifique île. Alors, ok, une ville assez étendue, et ça ne m'étonne pas parce que il y a quelques restes quand même de la période coloniale et les villes en général n'ont pas trop bougé. C'est pour ça qu'on a des très grandes villes en superficie dans les dom-toms. Ok. Ok, très bien. Alors, l'élément suivant, c'est savoir s'il y a des universités à Fort-de-France. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous que les étudiants sont des très bons locataires. Hein. Ils ont des situations simples, déjà. Ils sont seuls ou en couple. Le plus souvent, ce sont les parents, tout simplement, qui vont payer le loyer. Donc vous avez très peu de risques d'impayés, au final. C'est vraiment un type de locataire très intéressant. Ils ne vont pas venir vous embêter pour refaire la salle de bain, refaire la cuisine, refaire leur chambre. En général, ils savent qu'ils restent là pendant 1, 2, 3, peut-être 5 ans. Voilà. C'est vrai qu'on est sur un milieu insulaire, là on est sur une île, donc ça peut être un petit peu différent. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'on soit sur une île. Mais honnêtement, pour des étudiants, en général, ce sont toujours les parents qui payent, hein, que ce soit en métropole ou en Martinique. Alors bien sûr, quand je parle d'université, c'est vraiment école supérieure. Hein. C'est à partir du bac plus quelque chose, hein, vraiment. Les autres ne cherchent pas forcément à... ne rentrent pas en ligne de mire. Ils vont pas chercher à se loger, tout simplement. Ils vont habiter chez leurs parents. D'accord. Et ben on retrouve quand même plusieurs... donc il y a une université ici. Il faudrait regarder en détail. On voit qu'il y a des points university. Un autre moyen très efficace, c'est de taper le nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants à Fort-de-France. Tout simplement. Alors, j'ai une page Wikipédia aussi. Alors, on a le détail des études pratiquées en Martinique. Et on a 3 campus quand même. Et on parle du campus de Fort-de-France. On n'a pas le nombre d'étudiants, j'ai l'impression. Si, on nous parle de 10 000 étudiants, mais pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane même, j'ai l'impression. Fort-de-France, on va peut-être faire une recherche plus précise. Sinon, on peut taper directement, retourner sur la page Wikipédia de Fort-de-France. Regardez s'il y a une page étudiant, université. On parle de ville universitaire, mais est-ce qu'on a le nombre d'étudiants ?
Sinon, l'autre moyen, c'est tout simplement de regarder sur le site web de l'université en question. Regardez le détail si on arrive à avoir le nombre d'étudiants vraiment à la Martinique. Alors, université, chiffre clé, ça m'a l'air bien. Oula, on parle déjà de 484 enseignants-chercheurs. Ouais, mais on n'a pas... Alors, j'essaie de trouver le détail pour la Martinique, hein, c'est pas toujours évident. On est redirigé vers une page Facebook. C'est pas terrible, hein, on n'est pas très précis. Je pense que le mieux, honnêtement, le mieux, ça serait d'appeler directement l'université pour leur demander, tout simplement. On n'arrive pas à trouver les informations, donc le mieux, ça serait d'appeler. On va regarder les hôtels pour ceux qui seraient intéressés par la location courte durée. Là, ça va être même de la location saisonnière pour les vacances, hein, je dirais. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est une île, donc il y aura des touristes et ils seront intéressés pour loger votre appartement ou votre bien immobilier pendant 1, 2, 3 semaines. Et moi, j'ai un autre moyen pour confirmer ou non le nombre, la demande, c'est regarder le nombre d'hôtels. Si vous avez beaucoup d'hôtels dans une ville, ça veut dire que déjà ces hôtels ont fait des études approfondies, bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et s'ils ont décidé de s'installer, c'est qu'il y a un marché. Donc plus il y a d'hôtels, plus c'est bon signe en fait. Ça veut dire qu'il y a un gros marché. Et là, on voit à Fort-de-France, oui, il y a vraiment beaucoup d'hôtels. Hein. On est sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ça ne m'étonne même pas, hein, parce qu'effectivement, on est sur une île, donc le nombre d'hôtels et de locations, à mon avis, Airbnb Booking doivent exploser. Donc ça, c'est plutôt un bon signe si vous voulez faire de la location courte durée à un endroit, et plus particulièrement à Fort-de-France en l'occurrence. Alors, les hôpitaux maintenant. Pourquoi les hôpitaux ? Parce que vous aurez deux types de populations très intéressantes pour vos locations. Déjà, ça va être le personnel soignant, les gens qui travaillent tous les jours et qui sont en CDI. On oublie souvent, mais il y a énormément de personnes qui travaillent. Plus une population qui ne se voit pas ou qui n'est peu connue, ça va être la famille des patients hospitalisés. Hein, les patients vont se faire hospitaliser pendant 3, 4, 10 jours. La famille va peut-être avoir envie de s'installer à côté, donc se loger dans un logement à proximité de l'hôpital pour accompagner la personne dans ses soins. Alors c'est vrai qu'on est sur une île, donc les gens sont plus proches les uns des autres forcément qu'en métropole, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont quand même chercher un logement à proximité. Et donc, il y a le centre hospitalier principal, j'ai l'impression, se trouve ici. On va regarder deux chiffres, alors le nombre de lits et le nombre de personnes qui travaillent. Alors, si on arrive à trouver les chiffres clés, c'est le plus important. Souvent, on retrouve ces deux informations. Alors, là, on nous parle de 570 lits, non, en fait, le CHU bénéficie d'une capacité d'accueil de 1426 lits. Et il mobilise près de 5200 personnes. C'est ici.
Donc vous voyez, il y a plus de 5200 personnes qui travaillent. Autant vous dire que c'est un bassin de travailleurs et de personnes qui cherchent à se loger très important. Et 1200 lits. Alors au niveau des transports, bon, clairement, nous ce qu'on va regarder, ça va être... j'ai vu qu'il y avait... on va regarder l'aéroport. Hein. L'aéroport, où se trouve-t-il? Voilà, on est là. Aéroport Fort-de-France Aimé Césaire. On est juste à côté hein, de Fort-de-France. C'est encore mieux hein, pour les touristes qui vont avoir besoin de se loger en arrivant et au moins au départ de leurs vacances à proximité de l'aéroport. Donc aéroport à proximité. Hein. Et après, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de vous rendre sur place, tout simplement. J'imagine que vous êtes déjà dans la région de sur la Martinique hein, pour avoir envie d'investir à Fort-de-France, mais vraiment passer du temps dans les différents quartiers de Fort-de-France, passer des week-ends, regarder la population, regarder les nuisances, regarder si vous auriez envie d'habiter déjà dans ce type de quartier avant de chercher à investir dans ce quartier. Poser des questions aux passants. N'hésitez pas à leur demander comment ça se passe ici, la vie au quotidien. Vous pouvez leur dire que vous êtes un potentiel futur locataire si vous voulez éviter qu'on vous regarde un petit peu de travers. Mais vraiment poser des questions aux gens, passer du temps dans les quartiers, regarder les animations, regarder quel type de personnes habitent dans les quartiers et vous aurez une idée plus précise vraiment des endroits à éviter déjà, des endroits qui n'ont pas une bonne réputation, enfin des endroits neutres en fait, qui ont ni une mauvaise réputation ni une bonne réputation. Ces endroits peuvent être intéressants vu que le prix au mètre carré va être moins élevé. Et aussi les endroits réputés, renommés, un peu plus chic ou un petit peu plus... où il y a un peu plus de monde. Voilà. Allez, on va passer à la deuxième étape et l'estimation des loyers pratiqués à Fort-de-France. Alors, pour ça, on va devoir choisir quel type de bien on va vouloir acheter. Moi, je vous dis toujours, pour avoir de la rentabilité et du cash flow, il faut transformer l'usage d'un bien. Hein. Transformer, ça veut dire soit le louer à plusieurs personnes, comme quand on fait de la colocation, ou quand on fait de la location courte durée, on va louer à la nuit. Ça peut être transformé en divisant, faisant une division. Vous pouvez prendre une grande maison et la diviser en deux, ou un grand appartement et le diviser en deux ou trois. Hein. Et on peut aussi agrandir en quelque sorte, c'est-à-dire acheter un grand studio et par exemple en faire un T2. Comme ça, on achète au prix d'un studio, mais on le loue au prix d'un T2. Ça peut être aussi acheter un immeuble pour avoir un prix de gros, en fait, et avoir des prix au mètre carré plus inférieurs que si on achetait 4 appartements les uns à la suite des autres. Donc, il faut vraiment transformer le bien et lui donner de la valeur. Ça, c'est vraiment le maître mot pour obtenir de la rentabilité. Moi, j'ai envie de m'aventurer sur un terrain que je n'ai pas trop encore utilisé pour mes vidéos. Et ça va être en fait l'agrandissement. Je vais chercher un grand T2, ou un grand studio pour le transformer soit en T2, soit en T3. Je vais juste poser une cloison, rajouter une chambre pour pouvoir le louer un peu plus cher. Et en fait, je vais plutôt m'orienter vers un T2. T2 parce que la population que je veux rechercher, ça va être plutôt une personne seule ou un couple. Et parce qu'ils ont une situation plus simple. Alors que si j'augmente la taille d'un appartement pour en faire un T3, malheureusement, je risque d'avoir une famille, donc un couple avec un enfant. Et tout de suite, c'est une situation plus compliquée. Hein.
ils risqueraient de déjà se séparer, deuxièmement de perdre leur emploi pour X ou Y raison, et ils auront toujours leur enfant à charge. Donc c'est une situation plus compliquée que j'ai envie d'éviter. Ça, c'est aussi à vous de voir avec vous-même, de voir votre tranquillité que vous souhaitez en fait. Si vous voulez vous éviter un maximum de problèmes, malheureusement, je vous conseillerais de vous orienter vers des personnes plutôt seules ou en couple, avec des situations simples et avec des loyers inférieurs, parce que un T3 se loue plus cher qu'un T2, et du coup, c'est plus facile de payer le T2 que le T3 si on a des problèmes d'argent. Allez, j'ai assez parlé. On va regarder du coup si on trouve des grands studios qu'on pourrait transformer en T2. Alors pour ça, on va utiliser le site du Bon Coin. Alors, je sais pas pourquoi il y a deux codes postaux. Ah bah oui, il y en a. Il y a une autre ville Fort-de-France, sûrement en Guadeloupe. Donc là, le 972, c'est la Martinique. Ok. On va chercher une location. Alors je sais pas s'il y a des studios aussi à Fort-de-France. On va voir l'offre un petit peu. On voit qu'il y a quand même 42 résultats. Et on va trier par surface. Donc on n'est pas à Paris, il faudrait au moins un T2 de 35 mètres carrés minimum. Hein. On va pas faire un T2 dans... j'ai même envie de mettre 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. On va regarder les studios du coup qui font plus de 40 mètres carrés et qu'on pourrait transformer en T2. Ouh, celui-ci très grand. Donc on va regarder les prix pratiqués tout simplement. Et je suis assez surpris par les prix proposés. Hein. Parce que 870 €, c'est un coût, hein, c'est plus cher qu'à Paris. Enfin, c'est le même prix qu'à Paris. Alors l'appartement a l'air très propre. L'appartement a l'air vraiment sympa. Alors, on va noter 870 €. 870 €. Non, mais là j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Nous, ce qu'on veut, c'est louer un T2. Donc, je vais trier par rapport à 2 pièces. Et je vais pas mettre de filtre. Je vais pas mettre de filtre. Ouais. Voilà, j'ai fait une erreur. On va regarder vraiment le prix de location des T2. Hein. Là, j'étais parti sur le prix de location des studios, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on va acheter un studio, mais on va le louer au prix d'un T2, vu qu'on va le transformer en T2. Alors, voilà. On va regarder du coup les prix pratiqués. Donc là, c'est le bas d'une villa. 40 mètres carrés, 700 €. On note le prix. Ok. 31 mètres carrés. Ok. 2 pièces. Nickel. 31 mètres carrés, 670 €. Petit, hein, comme T2, 31 mètres carrés. J'ai vécu dans 30 mètres carrés à Paris en T2 et je peux vous dire que c'est petit. Alors,
ici 27 mètres carrés, 700 euros. Alors, ok. Et le dernier appartement, 44 mètres carrés, 600 euros. Alors j'espère que j'ai pas pris dans mon étude des biens qui sont loués en saisonnier, hein, mais qui louent aussi au mois. Parce que c'est vrai que 700... Non, bon, en regardant l'annonce, c'était vraiment location au mois, donc il n'y a pas de raison. Allez, on va faire une conclusion un petit peu des prix pratiqués. Donc on voit qu'il y a des prix entre 600 et 700 euros pour des T2. Nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va le rénover. Hein. On va agrandir un studio en T2, on va créer de la valeur, on va faire des travaux. Donc je pense qu'on va pouvoir le louer à un prix intéressant et 670 euros, ça me semble plutôt pas mal. J'ai pas pris non plus un loyer le plus haut possible, hein. J'aurais pu prendre 700 euros, mais 700 euros pour moi c'est un peu risqué pour la suite de nos calculs. Si on n'arrive pas à louer à 700 euros, ça peut être catastrophique dans nos calculs et pour notre investissement. Donc je préfère prendre un loyer un peu plus bas. Ok, donc 670 euros, ça me paraît très bien. On va passer à l'étape numéro 3 et la sélection des biens à vendre. Donc on va chercher, voilà, on va chercher donc des biens à vendre. On va changer donc la recherche. Cette fois-ci, on va chercher des studios qui font plus de 40 mètres carrés. Et voilà, on va pouvoir trier par nombre de pièces. Et donc là, on n'a que deux résultats. Hein, on n'a que deux résultats avec des prix assez similaires. On va regarder. Là, je ne vous cache pas que les prix sont très élevés hein, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Alors, la cuisine a été refaite, c'est propre. Alors, c'est situé à Didier, donc ça doit être un quartier de Fort-de-France. Vous allez aussi apprendre énormément sur la ville en lisant les annonces, soit de location, soit de vente. Hein. Alors très bien situé, proche de tout, loin de rien. Alors ça c'est une bonne description. On va noter. Hein. On n'a pas non plus les charges de copropriété de l'immeuble. Donc 115 000 euros, 40 mètres carrés. Alors le bien suivant, c'est ah ouais, voilà, c'est neuf, un bien neuf de 43 mètres carrés. Alors là, j'ai du mal à comprendre pourquoi un logement ancien est vendu plus cher qu'un logement neuf. Hein. Honnêtement, je pense que le logement ancien est vendu beaucoup trop cher, en sachant qu'en général, un logement neuf, vous le payez 20 à 30% au-dessus du prix du marché. Et dès que vous achetez neuf, votre bien il perd 20 à 30% d'un coup, hein, tout simplement. 2 ans après, il est plus neuf et il est au prix du marché. Alors soit le prix du marché est vraiment aux alentours de 110 000 euros, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne le vendent pas plus cher alors cet appartement neuf. Je vais noter. Enfin, je vais noter, mais je ne vais pas le choisir parce que c'est un bien neuf. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de le transformer, de toute façon, faire quelques travaux. Et si possible, acheter un bien avec des travaux pour le négocier à la baisse. 43 mètres carrés, mais il est neuf. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une recherche sur des biens aussi de 35 mètres carrés. Ah, on a quand même un peu plus de résultats. Je vais trier par prix
parce qu'il faut bien savoir que le prix est vraiment très important dans l'immobilier. On fait une bonne affaire à l'achat. Hein. Une bonne affaire se fait à l'achat. Vous avez beau avoir le meilleur business model, remplir vos chambres Airbnb 30 jours sur 30, si vous achetez trop cher, eh ben, ça ne sera pas rentable. Donc il faut vraiment acheter le moins cher possible. Ah, voilà, là on a d'autres studios. Alors on va devoir se limiter à 35 mètres carrés pour notre T2 parce que au-dessus ça va pas, les prix sont trop élevés. Alors on n'a pas de photo malheureusement sur celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres biens? Bah, j'ai l'impression que c'est le même bien. J'ai l'impression que c'est le même bien. Alors, on nous parle de volume, luminosité, une belle exposition sur une vue dégagée. C'est vrai que la vue a l'air pas trop mal. Est-ce qu'on a d'autres biens immobiliers? Tiens, celui-ci, pourquoi pas. Celui-ci a l'air vraiment propre. Ok. Grand studio, 39 mètres carrés sur les hauteurs de Fort-de-France. Voilà, c'est peut-être un peu trop dans les hauts. Quartier Mout, proche de toute commodité. Pas d'agence immobilière ou autre vendeur. D'accord. Bon, on va noter celui-ci. 70 500 €. En fait, il fait quand même 39 mètres carrés, donc largement assez pour créer un T2. Moi, j'ai envie de partir sur ce bien-là pour la suite de notre étude. Alors, je sais que ça va pas être évident déjà pour avoir de la rentabilité, mais c'est l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de s'entraîner, de voir à quel prix on peut acheter pour être rentable à Fort-de-France. Alors, donc on va passer à l'étape numéro 4 et l'estimation rapide de la rentabilité. Donc, on a un bien au prix affiché de 70 900 €, 500 €. Les frais de notaire vont être aux alentours de 9%, donc aux alentours de 6 000 € environ. Les travaux, alors là ça va être une partie à estimer. Je vous conseille toujours de faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents et vraiment savoir l'enveloppe travaux nécessaire pour faire ce que vous voulez dans votre appartement. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même ajouter une chambre, créer un espace chambre supplémentaire. Alors, il va aussi falloir regarder comment l'appartement est agencé. Peut-être que dans certains studios, ça ne sera pas possible. L'agencement ne permettra pas de créer une chambre. Donc ça va être important d'aller sur place. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Par contre, la salle de bain, on va essayer de réduire les coûts quand même en travaux. On va dire qu'on n'y touche pas. Même si ce n'est pas une salle de bain flambant neuf, elle a l'air propre. J'ai pas de photo de la cuisine. Si, j'ai la cuisine ici. La cuisine ici qui est pas trop mal. Pas trop mal. Il faudrait quand même rajouter peut-être des rangements en hauteur et d'autres plans de travail peut-être alignés avec le premier plan de travail. Donc il y aura un peu de travaux en cuisine. La création d'une cloison de séparation pour créer un espace chambre. La salle de bain, on n'y touche pas. Donc je donne comme estimation 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des grands travaux. Après, je ne sais pas si les travaux coûtent plus cher en Martinique qu'ailleurs. Donc je vais me baser sur 2000 € pour agrandir un peu la cuisine et peut-être une enveloppe de 10 000 € au total pour créer une cloison
un sonorifié et agrandir la cuisine et faire d'autres petits travaux dans l'appartement qu'on ne peut pas voir sur les photos. Je vais prendre un budget de 10 000 €. Je pense que ça me paraît pas trop mal. Ça nous donne un montant total du projet de 86 500 €. Ok, et on espérait louer notre T2 à un prix de 670 €. Il faut regarder aussi si l'emplacement vous correspond. C'est vrai qu'il était écrit que c'était dans un quartier en hauteur de Fort-de-France. Peut-être que c'est trop haut, trop loin du centre-ville, que ça n'attirera pas assez de personnes. Ça, je ne sais pas. On n'a pas beaucoup de visibilité là-dessus à distance. Il faudrait appeler pour demander l'adresse exacte du bien et se faire une idée. Si c'est trop loin, il ne faut pas aller plus loin. Ça ne sert à rien de faire tous les calculs. Alors, le calcul rapide de rentabilité, c'est savoir si un mois de loyer brut, donc 670 €, correspond à 1% du montant total du projet immobilier. Alors ici, on n'atteint pas la règle des 1%, il faudrait acheter l'opération au total pour 67 000 €. Cependant, on n'est quand même pas si loin que ça de respecter la règle des 1%. La règle des 1%, ce n'est qu'un indicateur aussi, signe de grosse rentabilité, gros cash flow quand on l'atteint, mais on peut aussi avoir de la rentabilité même si on ne l'atteint pas. En plus, on n'a pas fait d'estimation de négociation, on n'a pas négocié le prix d'achat, donc il reste pas mal d'éléments à voir. Allez, on va passer à l'étape 5 et le calcul des mensualités du crédit. Alors, on avait dit que le coût total serait de 86 500 €. Le loyer estimé de 670 €. Ça, c'est un loyer brut. Il va falloir maintenant estimer le loyer net. Pour ça, on va utiliser le même barème qu'utilise la banque. Donc, quand vous allez aller voir la banque pour vous faire prêter et pour emprunter et acheter votre achat immobilier, ils vont automatiquement enlever 30% sur les revenus bruts. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que vous allez avoir des charges liées à votre investissement. Je ne parle même pas des impôts immobiliers, mais il y aura déjà la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, vous aurez aussi une certaine vacance locative, votre appartement ne sera pas loué tout le temps, etc. etc. Donc, on va enlever 30% et ça va nous faire, donc si on enlève 210 €, on est à 460 € estimé net. Donc on va regarder si on emprunte 86 500 €. Donc moi j'utilise une calculatrice par exemple meilleur taux, très pratique. Donc, si on emprunte 86 500 €, donc la totalité du projet immobilier sur une durée de 20 ans. Alors pourquoi 20 ans? C'est pour avoir les mensualités de prêt les plus petites et ainsi atteindre beaucoup plus facilement l'autofinancement et un cash flow positif. Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de meilleur taux proposé est à 1,32, mais nous, si on emprunte la totalité du projet immobilier, il va falloir faire des efforts et céder sur quelques points, dont également le taux d'intérêt, et si vous obtenez à 1,8, ça sera déjà très bien. Il faut savoir, oui, que ce n'est pas les mêmes conditions d'octroi de prêt quand on apporte un apport ou quand on veut emprunter la totalité du projet. Là, la banque prend plus de risques, donc c'est normal qu'il demande un taux plus élevé. Voilà. Et pour vous, le plus important, c'est d'obtenir le financement auprès de la banque. Donc, que vous augmentez de 0,5 points votre taux d'intérêt, c'est pas si grave si ça reste rentable. Le plus important, c'est vraiment de se faire prêter par la banque. Le taux d'assurance. Là, vous pouvez obtenir une meilleure assurance, il me semble. Moi, j'ai obtenu 0,07%. Donc, si vous obtenez 0,1%, c'est très bien. Allez voir un courtier en assurance pour, s'il le faut, avoir un meilleur taux d'assurance. Et je vous le dis entre nous, il est plus intéressant d'avoir
une baisse de taux sur son taux d'assurance que sur le taux nominal du crédit. Renseignez-vous, mais en fait le taux d'assurance s'applique sur le montant total emprunté, alors que le taux d'intérêt du crédit s'applique sur le capital restant dû. Et comme année après année vous remboursez le capital, en fait vous payez moins d'intérêt avec le taux nominal, alors que le taux d'assurance, lui, ne bouge pas. Hein. Enfin, il reste sur le capital emprunté. Donc son montant ne bouge pas, d'où l'important de le négocier le plus bas possible dès le début. Alors, les montants des mensualités du prêt seraient de 437 €. 437 €. Alors, donc là, c'est simple, on va regarder si les loyers sont supérieurs aux mensualités. Ici, avec un loyer de 460 € et des mensualités de 437 €, on est tout juste au-dessus. On aurait 23 € précisément dans notre poche tous les mois. Même si ça paraît ridicule, 23 €, le principe même, c'est que vous avez emprunté. Donc vous avez mis 0 € d'apport, vous avez sorti 0 € de votre compte en banque. Vous avez un bien de 70 000 € qui va vous appartenir dans 20 ans, donc votre patrimoine grossit. Et tous les mois, vous n'avez rien à payer. Vous avez 20 € qui tombent dans votre poche, mais c'est comme si c'était rien. Et le plus important aussi, c'est que vous avez montré à la banque que vous êtes un investisseur rentable, que vous ne perdez pas au moins d'argent dans l'investissement immobilier et du coup vous allez pouvoir réinvestir dans l'immobilier. Donc acheter plusieurs biens immobiliers les uns à la suite des autres. C'est comme ça que font les investisseurs à succès. Alors bien sûr, on pourrait rechercher un meilleur cash flow, parce que c'est vrai qu'avec 20 € par mois, c'est pas avec ça qu'on va devenir rentier. Mais justement, on va voir à l'étape 6 tous les détails de nos calculs et de notre rentabilité. On va voir comment on va pouvoir augmenter notre cash flow. Donc on a un bien de 39 mètres carrés pour 70 000 500 €. Voilà. Montant des travaux, on avait estimé à 10 000 € à se faire confirmer par 2 artisans. Peut-être qu'en Martinique, c'est plus cher qu'ailleurs, je ne sais pas. Les frais de notaire se calculent automatiquement dans mon calculateur. Vous pouvez aussi aller sur le site desnotaires.fr pour avoir le détail précis. Les frais bancaires, on n'avait pas pris ça en compte. C'est vrai que la banque va vous demander des frais de dossier pour vous accorder un prêt. Essayez vraiment de les négocier à 0 €. Bon, si vous n'y arrivez pas, j'ai au moins budgétisé 500 € de frais. Comme ça, pas de mauvaise surprise non plus dans vos calculs. On essaye d'anticiper un maximum. Il y a des coûts supplémentaires, j'en ai pas parlé. C'est vrai que moi, je vais toujours vous proposer de louer en meublé. Pourquoi en meublé? Déjà pour créer une offre clé en main, en fait, où les locataires n'ont qu'à venir avec leur valise pour s'installer dans votre appartement. Donc vous leur fournissez en fait un lit, un matelas, un bureau, une table, des chaises, un canapé, une télé. Alors pourquoi? Ça va créer, donc, comme j'ai dit, une offre clé en main. Ça va permettre aussi de louer plus cher votre appartement parce que vous offrez un service supplémentaire. Le fait aussi d'offrir un service supplémentaire, vous allez trouver des locataires plus facilement que si vous logiez vide. Et le point aussi très important, ça va nous permettre de bénéficier du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel si c'est votre premier investissement. Et du coup, vous allez avoir des avantages fiscaux, j'en parlerai dans la partie fiscalité. Donc la valeur du mobilier pour un T2, il me semble que ça sera 3 000 €. C'est vrai que peut-être que le mobilier aussi est un peu plus cher sur une île, donc je vais mettre 4 000 €.
Ok, donc le coût total du projet a augmenté quand même hein, par rapport aux étapes précédentes. Pour le financement, ça on va essayer de ne pas y toucher avec 0 € d'apport personnel, d'accord. Et les chiffres restent les mêmes que dans l'étape précédente. Alors, la partie fiscalité. J'aime bien rappeler comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Donc, chaque euro touché grâce à l'immobilier va être taxé par rapport à votre tranche marginale d'imposition, votre TMI. Alors, le TMI, c'est quoi? Ça dépend de vos revenus de salarié, en fait. Plus vous gagnez d'argent, plus vous augmentez de tranche. Et par exemple, si vous êtes à 30%, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, plus il faut ajouter les prélèvements sociaux, également appelés CSG, de 17,2%. Donc vous pouvez facilement vous retrouver avec 47,2% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'un calcul de rentabilité sans fiscalité, c'est potentiellement de gros problèmes par la suite parce que ça coûte cher les impôts, tout simplement. Alors, heureusement, avec le régime LMNP, donc en louant meublé, vous allez pouvoir bénéficier de l'amortissement du prix du bien. Donc, 70 500 €, vous allez pouvoir l'amortir sur 30 ans. Ça fait plus de 2 000 € tous les ans en création de déficit. Vous allez aussi pouvoir amortir la valeur des travaux, donc de 10 000 €. Ça, c'est pareil en location nue. Et vous allez aussi pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Tout ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir une montagne de déficit, si vous voulez. Et de l'autre côté, vous allez avoir vos revenus. Et année après année, vous allez un peu rogner votre déficit. Et pour au final, malheureusement, payer des impôts. Mais avec un projet comme celui-ci, vous êtes tranquille au moins pour 5 ans sans payer d'impôts. Hein. Montant, amortir le prix du bien, amortir le mobilier et amortir les travaux. Ça va vous prendre au minimum 5 ans et après vous allez malheureusement payer des impôts, ça c'est sûr. Mais vraiment, moi je vous conseille à chaque débutant de regarder comment fonctionne le LMNP au régime réel simplifié. Vous verrez que c'est le régime fiscal le plus intéressant dans l'immobilier. Alors, on passe aux recettes locatives. Alors, il faut prendre en compte une partie de vacances locatives. Hein. Malheureusement, vos appartements ne seront pas loués 7 jours sur 7 pendant 10 ans. Pour un T2, je pense que on peut partir sur une vacance locative de 2 semaines par an. Et donc, ça correspond à 4% dans mon fichier Excel. Au niveau des loyers, on avait dit un loyer de 670 €. Pour moi, ça va être une estimation basse, surtout si on loue meublé, quand même. Hein. En louant meublé, pour moi, c'est une estimation basse. On fera d'autres estimations avec un loyer un peu plus élevé. Au niveau des charges, donc on va avoir des frais de gestion si vous faites gérer par une agence aux alentours de 7% des revenus bruts. Alors la taxe foncière et les charges de copropriété, ça il va falloir les demander aux propriétaires. On n'a pas le détail malheureusement. Non, on n'a pas le détail. On n'a pas le détail, donc il va vraiment falloir demander ça aux propriétaires. J'espère que la taxe foncière n'est pas trop élevée et j'espère qu'elle est... Allez, on va faire une estimation à 400 € et les charges de copropriété peut-être à 1 500 € par an, à voir après ce que contiennent les charges de copropriété. Si vous avez l'eau, l'électricité, le chauffage, pourquoi pas. Par contre, si vous avez que les espaces verts et un ascenseur, voilà, c'est des frais, il faut compter des frais supplémentaires pour l'électricité, chauffage, eau, même si c'est vrai que ça va être au locataire de prendre ses abonnements. Il y a une partie réparation aussi, provision pour les travaux à venir.
Dans l'immobilier, c'est du physique. Vous allez toujours avoir des interventions d'artisans à faire passer, hein, que ce soit une fuite d'eau, une porte qui se ferme mal, un carrelage cassé. On a toujours besoin de réparer son bien immobilier. Donc, en réparation, je vais partir sur un demi-mois de loyer, soit 330 €. L'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire quand on est propriétaire et qu'on loue son logement. Pour un T2, j'espère que ça ne vous coûtera pas plus de 150 €. Il faut compter aussi les frais d'entrée-sortie facturés par l'agence. Donc si on compte un départ tous les 2 ans, en sachant qu'en général ils prennent un demi-mois de loyer, ça nous ferait dans les 160 € en moyenne par an. Ok. On a des premiers retours sur investissement, donc rendement brut et rendement net. Donc rendement net, ça prend en compte les charges. On voit qu'on perd plus de 3 points quand même en pourcentage avec les charges, la prise en compte des charges. Mais le plus important, c'est pas de savoir si on a 8, 5, 6, 7% de rentabilité. Le plus important, c'est le cash flow. Savoir si on a de l'argent qui rentre tous les mois dans notre poche ou si on a de l'argent qui sort tous les mois de notre poche. C'est-à-dire qu'on doit tous les mois rajouter et payer le prêt avec notre argent gagné avec notre salaire. Donc le cash flow, en prenant en compte malheureusement toutes les charges, même si on a fait des estimations, pour le moment vu qu'on n'a pas les chiffres réels, et en ayant aussi un coût d'achat un peu plus élevé car on a pris la valeur du mobilier en compte, on est à moins 70 € de cash flow tous les mois. Ça fait quand même moins 851 € tous les mois à mettre de notre poche pour combler ce trou. Alors là, c'est vrai que c'est pas ce qu'on recherche quand on est un investisseur rentable. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment d'être en positif pour pouvoir ensuite multiplier nos opérations, enfin réinvestir, acheter d'autres biens et tout simplement avoir plusieurs sources de revenus passifs, augmenter son patrimoine, etc., etc. En plus, là, si vous montrez un projet comme ça à la banque avec un cash flow négatif, vous avez plus de chances qu'elle vous refuse votre prêt. Tout simplement parce que vous perdez de l'argent tous les mois. Alors qu'au contraire, avec un cash flow positif, vous montrez que vous gagnez de l'argent à la banque. Et là, en général, il n'y a pas de problème. Ils savent reconnaître quand il y a une bonne affaire ou pas dans l'immobilier. Alors, je vais enregistrer ce scénario parce que c'est le scénario de base. Hein. C'est pas grave, là, on n'a pas fait encore de négociation. On n'a pas encore optimisé ce qu'on va pouvoir voir ensemble. De toute façon, nous, si on recherche un bien rentable, il va falloir faire baisser le prix d'achat. C'est l'élément principal. C'est à vous de fixer le prix d'achat, ce n'est pas au vendeur. Parce que vous devez travailler avec vos calculs et vos calculs. Si vous espérez 150 € de cash flow, eh ben, c'est à vous de fixer votre prix et c'est au vendeur de s'adapter à votre prix, pas à vous de s'adapter au vendeur. Sinon, vous n'y arriverez jamais et vous ne trouverez jamais d'investissement rentable. Alors, si on fait baisser le prix de 10 000 €, déjà, je vais enregistrer le scénario. Ok. Et je vais faire une autre simulation avec une baisse de 15 000 €, du coup un coût d'achat de 55 000 €. Ok. Je vais enregistrer. Après, d'autres scénarios possibles, c'est augmenter le loyer. Hein, avoir un loyer un petit peu plus élevé. Donc, par exemple, un loyer de 700 €. Si on a rénové l'appartement, qu'on a agrandi la cuisine et qu'on le loue meublé, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans les loyers les plus élevés de la ville de Fort-de-France.
Donc on va faire une estimation avec un loyer à 700 €. Un autre moyen d'avoir du cash flow, d'augmenter son cash flow, c'est de réduire les charges. Alors là, je sais qu'on a fait beaucoup d'estimations. La taxe foncière, les charges de copropriété, ça, on ne les connaît pas encore. Par contre, on peut peut-être faire une estimation sans frais d'agence. Alors même si je ne suis pas forcément fan, parce que ça veut dire gérer par soi-même, ça veut dire prendre du temps, et si on prend ce temps pour gérer, on ne peut pas prendre ce temps pour investir dans d'autres biens immobiliers. Pourquoi pas, au début, lors de son premier ou de ses premiers investissements, s'en occuper soi-même, pour aussi se rendre compte de la difficulté de gérer, pour ensuite encore mieux déléguer à une agence, parce qu'on aura mis les mains dans le cambouis, on saura de quoi on parle. Donc c'est pas inutile pour moi aussi de faire de la gestion par soi-même, au moins au début. Donc j'enregistre ce scénario et on va comparer en fait tous les scénarios entre eux grâce à mon petit bouton magique, comparer les scénarios. Alors, voilà, je vais essayer de bien zoomer pour vous. Donc, on voit notre premier scénario n'était pas rentable, on avait un cash flow négatif. Par contre, si on négocie 10 000 €, tout de suite, on est proche de l'autofinancement, on est à moins de 20 € de cash flow négatif. Donc on peut dire qu'on est à l'autofinancement. Si on diminue le prix encore de 5 000 €, donc une négociation totale de 15 000 €, ben là on a tout de suite un cash flow de 11 €. Vous voyez l'importance de négocier le prix d'achat, c'est vraiment primordial. Après, on a fait une autre estimation en augmentant le loyer de 30 €. Et tout de suite, on a un cash flow forcément qui augmente parce que les charges augmentent en fait très peu. En fait, c'est juste l'agence là qui va prendre 8% de plus sur 30 €, mais sinon les charges restent les mêmes. C'est pour ça que le cash flow augmente pratiquement de 30 €. Et dernière simulation, si on garde un loyer à 700 € mais qu'on ne fait pas appel à une agence, on voit que notre cash flow passe de 38 € à 89 €. Donc ça fait la différence entre un bien à l'autofinancement et un bien qui rapporte quand même 80 € par mois. C'est quand même pas négligeable, ça fait près de 950 € à la fin de l'année. C'est quand même pas négligeable, surtout qu'on a mis 0 € pour acheter ce bien. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est vrai que pour investir à Fort-de-France, je pense qu'il va falloir vraiment connaître extrêmement bien le marché de la Martinique en fait. Comment fonctionne la Martinique, les prix pratiqués à la Martinique et pas uniquement à Fort-de-France. Et c'est vrai qu'il va falloir négocier dur. On aurait pu, je pense, faire un système de colocation, faire une étude pour de la colocation ou de la location saisonnière. Je pense que la rentabilité aurait été meilleure, tout simplement. Cependant, j'espère que ça n'a pas été utile parce que vous avez appris certaines choses, je l'espère en tout cas. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi trouver en description deux liens. Un lien pour télécharger mon calculateur simulateur que j'ai utilisé dans cet exemple, donc qui vous sera utile pour chercher la rentabilité dans vos investissements. Et un guide également sur comment faire la bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour acheter moins cher. Et je peux vous dire que gagner 1000 €, c'est toujours, il ne faut pas passer à côté tout simplement. Demandez-vous en combien de temps vous avez pu gagner 1000 €. Si vous pouvez gagner 1000 € en négociant en 1 heure, vous avez gagné votre journée. Bref, vous retrouvez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de très bons investissements
en Martinique et à Fort-de-France, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!